Bienvenue dans La Voix de la Conservation, le nouveau podcast de Beauval Nature pour tout savoir sur la protection des espèces menacées. Aujourd'hui, nous parlons de l'orang-outan, littéralement l'homme de la forêt en langue malaisienne, le plus grand mammifère arboricole. Et pour bien en parler, partons à Sabah, au nord de Bornéo, à la rencontre d'un homme qui étudie l'orang-outan depuis près de 30 ans. Pour s'échauffer la voix, commençons par le long call, ce cri territorial produit par les mâles. Tu peux l'entendre à 1 kilomètre, parce que c'est un son qui est vachement bas. Marc Ancrenaz, fondateur de l'association Outan. Et dans la forêt équatoriale où tu as beaucoup de verticales, enfin les troncs, c'est un bruit. Les sons bas, c'est les sons qui circulent le plus loin, les infrasons. Nous avons rencontré Marc à Sukao, un petit village au bord du fleuve Kinabatangan. Sur la terrasse d'une table d'hôte, Marc revient sur ses années de travail de conservation à Bornéo. Autour de nous, c'est un soir comme les autres. Les voisins regardent la télévision, les insectes bruissent et Marc raconte. Pendant longtemps, les scientifiques ont dit, l'orang-outan a besoin de forêt primaire pour survivre. Il ne peut pas s'adapter. Ce qu'on a oublié quand tu dis ça, c'est qu'en fait, il y a quelques dizaines de milliers d'années, il vivait dans une savane. La même espèce. Une savane arborée, mais dans une savane quand même. Donc ça veut dire que cette même espèce a une plasticité et un pouvoir d'adaptation réel. Qu'on ne peut pas oublier quand on parle de la conservation de l'espèce. Marc Ancrenaz est vétérinaire et Isabelle Lachmann, primatologue. Ils viennent passer des vacances à Sabah en 1994 et observent des orangs-outans dans des forêts fortement dégradées. À l'époque, les scientifiques pensent que ces grands singes ne peuvent survivre qu'au sein des forêts primaires. Marc et Isabelle décident alors de monter un projet de recherche afin d'étudier l'adaptation des orangs-outans à leur milieu. C'est ainsi qu'ils créent l'association Outan en 1996. Ce que nous, on montre là, que l'orang-outan va pouvoir s'adapter et survivre dans des paysages agricoles, il y a plein de gens qui veulent même pas l'entendre. Parce que pour eux, l'orang-outan, c'est une espèce qui vit dans les forêts. Ouais, c'est vrai que s'il préfère, peut-être, il vivra dans la forêt, mais s'il n'a pas le choix, il va vivre ailleurs, ça c'est sûr. Dans les centres de réhabilitation, tous leurs orang-outans, même en zoo, en parc, ils sont super sociaux, les orang-outans en parc. En parc, les orang-outans, c'est les animaux qui utilisent le plus l'outil. Dans la forêt ici, on les a jamais vus, une fois en fait, on les a vus utiliser l'outil. Donc en forêt, ils n'ont pas besoin d'utiliser l'outil, ils ne le font pas. Tu les mets dans des conditions différentes, ils sont meilleurs que les chimpanzés. 1/5 de la population totale des orang-outans de Bornéo se trouve dans l'état de Sabah, où travaillent des équipes de Outan. Depuis 25 ans, 10 personnes des communautés locales formées par Marc et Isabelle suivent des orang-outans habitués à l'homme. Au total, ils ont cumulé 25 000 heures d'observation. Si on veut des histoires d'orang-outans, il faut parler avec les équipes, parce que là, il y a des tonnes d'histoires incroyables. Parce qu'ils les connaissent par cœur, je veux dire. Pour eux, c'est comme des gens, ils connaissent leur caractère, leur personnalité, leur comportement. C'est hallucinant ce qu'ils peuvent raconter. Le kiss-quick, c'est ce qu'ils font quand ils sont énervés. Il y a certaines populations qui font le kiss-quick, comme chez nous, là, comme ça. Il y a d'autres populations où ils le font avec une feuille. Ils prennent une feuille et kiss-quick. Chez nous, ils font le raspberry, avant de faire leur nid, de temps en temps, pas tous, mais certains mâles en particulier font le raspberry. Il n'y a que chez nous qui font ça. Donc c'est des comportements qui sont développés par certains individus, et surtout, c'est là où on peut parler de culture, qui sont passés, transmis de génération en génération. Ouais. C'est vrai que le mâle, il ne va pas aider la femelle à élever les jeunes. Mais par contre, quand on dit que l'orang-outan, c'est une espèce solitaire, là encore, c'est pas vraiment vrai. C'est une espèce semi-sociale. Ils sont souvent tout seuls, mais ils savent exactement où sont leurs voisins. Et ils se connectent en permanence, mais pas comme nous, pas en vocalisant, pas comme les chimps ou les gorilles. Je suis persuadé qu'ils laissent des messages visuels, je pense qu'ils se voient de vachement loin quand ils montent, justement. Quand on voit des orang-outans qui se rapprochent, ils se parlent pas, mais par contre, ils échangent des informations avec leur regard, c'est incroyable. Même s'ils vivent pas ensemble, ils se connaissent et ils s'observent. Donc ils peuvent passer des comportements, ça j'en suis certain.
Partons en bateau sur la Kinabatangan, le plus long fleuve du nord de Bornéo, et sur ses affluents. À certains points, nous passons sous des cordes qui ont été tendues entre des arbres de part et d'autre de la rivière, à quelques mètres de hauteur. Et c'est un pont qu'on a installé il y a plusieurs années. C'est un pont ultra simple, une corde. On a fait des ponts bien plus compliqués avec 2, 3, 4 cordes. Les orang-outans, ils savent pas nager. Donc, de par le passé, ils pouvaient traverser des rivières assez étroites comme ici, parce qu'il y avait des grands arbres le long de la rivière, et donc les branches, ça formait un pont naturel. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tous les grands arbres ont été coupés, et en plus, en amont, où la rivière est très étroite, il n'y a que des plantations de palmiers à huile. Du coup, les orang-outans, ils ne peuvent plus traverser la rivière. Et ça crée un problème, parce que ça veut dire que la population se fragmente de plus en plus. Et une fois, on se promenait aux eaux de Washington DC, et là-bas, ils ont utilisé des câbles pour que leurs orang-outans se déplacent dans tout le zoo. Là, je parle d'il y a une vingtaine d'années, c'était un des premiers zoos à faire ça. Donc on a vu cette organisation, on s'est dit, tiens, on pourrait essayer de faire la même chose, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de défragmenter cette population, de permettre un certain mixage génétique. Si les zoos cherchent à reproduire les conditions de vie du milieu naturel pour assurer le bien-être de leurs animaux, les conservationnistes, eux, viennent parfois s'inspirer des solutions mises en place par les zoos. Marc est familier de cette démarche. Par exemple, depuis une dizaine d'années, il pose des nids artificiels de calao, des oiseaux très menacés à Bornéo, en particulier à cause de la disparition de grands arbres dans lesquels il nidifiait. Marc a invité des soigneurs de plusieurs parcs zoologiques du monde entier, dont Beauval, qui élèvent avec succès ces oiseaux. Les soigneurs ont partagé leur expertise et aidé les équipes de Hutan à construire des nids artificiels. L'opération est aujourd'hui un succès, puisque les calaos de l'État de Sabah utilisent les nids et des petits y sont nés. Mais ceci est une autre histoire. Revenons donc à nos ponts de singes. Les orang-outans, ils ont mis 3, 4, 5 ans avant de les utiliser. Ça, on le sait parce qu'on faisait de la surveillance au quotidien. On avait mis des pièges photos. Les 3, 4 premières années, rien. Après 4 ans, on a commencé à avoir un orang-outan qui a utilisé un des ponts, pas celui-là, mais un autre similaire. Et depuis, en fait, on s'est rendu compte que tous les ponts qu'on a installés sont utilisés par les orang-outans pour traverser. Ils ne les utilisent pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps, surtout les mâles quand ils dispersent. Mais ça suffit pour le mixage génétique. On a même les gibbons, on a vu des photos de gibbons qui utilisaient ces ponts. Ça marche pour toutes les espèces. Ouais. Souvent, quand tu viens ici l'après-midi, tu as 3, 4, 5 bateaux de touristes qui regardent les macaques en particulier, qui s'amusent le long de la corde. Ça devient un point touristique très chaud. Impossible de parler de la conservation des orang-outans à Bornéo sans parler de l'industrie du palmier à huile. Depuis plusieurs décennies, les forêts malaisiennes et indonésiennes sont détruites au profit de la culture des palmiers sur des millions d'hectares. Alors Marc, que peut-on faire ? Boycotter ? Mettons que le boycott fonctionne et que l'industrie du palmier à huile s'arrête. On ne peut pas rêver que les millions d'hectares qui ont été plantés avec des palmes vont être reforestés. Ce sera autre chose, c'est sûr, parce que les gouvernements de Malaisie et d'Indonésie, ils ont besoin d'une production agricole pour soutenir leur économie. Toutes ces zones qui ont été déforestées, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, elles vont rester agricoles. Donc, si l'idée du boycott, c'est d'arrêter l'industrie du palmier à huile, déjà, c'est pas possible. Mais en plus, même si ça l'était, ça va absolument rien régler. Au contraire. Parce que si l'économie de la Malaisie et de l'Indonésie se casse la gueule, à cause d'un boycott quel qu'il soit, ce qui va se passer, c'est que les gens vont devenir un peu plus pauvres. Et ce qu'ils vont faire, le premier truc qu'ils vont faire, c'est attaquer les zones protégées pour faire de l'argent, quoi. Couper le bois ou aller chasser, parce qu'ils n'ont pas le choix. Au tout départ, le boycott a toutefois eu un effet positif, les multinationales qui produisent de l'huile de palme prenant conscience que cela nuisait à leur image. C'est ainsi que fut créé un label d'huile de palme durable, la RSPO, dont les règles drastiques obligent toute l'industrie à prendre en compte l'environnement ainsi que les conditions de travail. Par exemple, créer des forêts ou garder les forêts le long de la rivière pour protéger l'eau, garder les forêts qui sont sur des pentes
qui font plus de 25%, je crois, 25 degrés, pour protéger contre l'érosion. Donc ça, c'est les facteurs environnementaux. Si tu as des espèces protégées comme l'orang-outan, être sûr que tu les conserves et pas les tuer, etc. Mais il y a aussi tout un cahier des charges pour les aspects sociaux, donc protection du travailleur et autres, parce qu'en fait, il y a quand même eu beaucoup d'abus, il y en a encore des abus au niveau des travailleurs. Tu as tout un cahier des charges sur la façon de travailler avec les communautés locales, en particulier pour empêcher le vol des terres ou pour respecter les droits des communautés locales à leurs terres ancestrales, etc. Mais pourquoi faut-il travailler avec les industriels et les communautés locales ? Pourquoi, Marc, Outan ne se concentre pas uniquement sur la protection des forêts ? L'approche traditionnelle de la conservation est de créer des zones protégées, et ça c'est nécessaire. Le gros problème, c'est que ce n'est pas suffisant. On a plein d'endroits où on trouve des animaux, des orang-outans, mais plein d'autres espèces, dans des zones qui ne sont pas protégées, dans des zones où on a aussi des communautés locales ou des activités industrielles, agricoles ou autres, minières, etc. Dans ces zones-là qui ne sont pas protégées, si on veut avancer notre agenda de conservation, on est obligé d'engager avec ses partenaires. On est obligé de les sensibiliser sur la conservation, mais aussi de leur donner les outils et la connaissance nécessaire afin qu'eux-mêmes deviennent les acteurs et les gérants de leurs ressources naturelles. Et il y a 20 ans, quand on a commencé le travail, 12% du territoire était protégé. Et en particulier à l'époque, l'essentiel des populations d'orang-outans vivaient dans des forêts qui n'étaient pas protégées. 20 ans plus tard, après qu'on eut fait des recensements d'orang-outans, de populations d'orang-outans, après qu'on eut su où ces populations se trouvaient, 20 ans plus tard, en travaillant avec le gouvernement, c'est 26% du territoire qui est protégé, c'est 80% des orang-outans sauvages qui vivent en zone protégée. Donc le gouvernement protège de plus en plus de forêts. Leur but ultime, c'est de protéger 30% du territoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore 400 000 hectares de forêts à protéger. Donc on travaille avec le gouvernement pour identifier ces zones, pour être sûr qu'au final, le réseau d'aires protégées à Saba puisse produire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire la survie des animaux sur le long terme. Si 20 ans de ténacité portent aujourd'hui leurs fruits, les orang-outans ne sont pas encore sortis d'affaires et la mission de Outan continue. Même après 20 ans, si je vais en forêt et que je vois un orang-outan, j'ai toujours sa même émotion à voir ces animaux libres, à les voir se déplacer dans la forêt, à les voir se nourrir, à les voir interagir entre eux, c'est toujours quelque chose de magique. Mais de façon plus globale, ce qui vraiment me fait vibrer et me donne cœur pour continuer le programme, c'est les gens avec qui on travaille, tout simplement. C'est une équipe extraordinaire qui ont vraiment dédié leur vie, eux aussi, à la conservation et qui me poussent à continuer. C'est une force incroyable.